Donc effectivement, je vais, avant d'entamer le sujet, hein, sur la stratégie, travailler sur la stratégie de votre entreprise, je vais me présenter. Donc je suis Christelle Valenza, je suis cofondatrice d'Améade. Améade est une structure de formation, d'information et d'accompagnement d'entreprises métiers d'art, spécifiquement dédiée aux entreprises métiers d'art. Je travaille depuis plusieurs années avec la mission métiers d'art Pays de la Loire. Donc j'ai cofondé Améade avec Christine Dubuisson il y a maintenant environ 5 ans. Je suis donc moi-même donc consultante et formatrice. J'ai été artisan d'art pendant une petite dizaine d'années. Avant, j'ai été enseignante en marketing et communication et en commerce international, parce que j'étais, voilà, c'est d'où je viens au départ. Et puis, donc j'ai ensuite été donc artisan d'art pendant une petite dizaine d'années. Puis j'ai dirigé le pôle régional et la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes. Donc j'étais en fait l'homologue donc de François Dagneau donc à l'époque. Il ne travaillait pas, il n'était pas encore à ce moment-là sur la mission métier d'art en Pays de la Loire, mais voilà. Donc, et on s'était fortement inspiré d'ailleurs à l'époque du fonctionnement de la mission métier d'art de Pays de la Loire pour créer celle de Poitou-Charentes. Donc, cette mission métier d'art en Poitou-Charentes a fermé suite aux fusions des régions. Vous avez eu la chance que votre région ne soit pas fusionnée. Nous, elle a fusionné et donc le service a disparu. Et donc c'est à l'issue de ça que je me suis installée donc, et associée avec Christine Dubuisson donc il y a 5 ans, donc début 2018, pour créer Améade, donc qui est une structure donc 100% orientée vers les métiers d'art, qu'on a voulu vraiment ouverte à tout le monde, quel que soit le statut, quel que soit le lieu en France. Voilà, malheureusement dans l'histoire de notre aventure, voilà, il y a eu un gros changement puisque Christine est décédée à la fin de l'année dernière, et donc je continue à élever ensemble ce bébé que nous avons construit, donc cette structure. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux problèmes de stratégie marketing. Alors, tout à l'heure, en introduction, Nathalie disait à juste titre que j'allais vous amener à réfléchir, à travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Une des grandes problématiques de l'artisan d'art ou du chef d'entreprise quand il est tout seul, hein, parce que c'est aussi, c'est pas forcément que les artisans d'art, mais là c'est vraiment la problématique d'être seul dans l'entreprise, c'est que souvent on travaille dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est dans le faire, on est dans ce que vous aimez faire, et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'être artisan d'art, c'est parce que vous avez une passion pour votre métier et vous aimez être derrière votre établi, vous aimez fabriquer, vous aimez créer, et c'est ça qui vous donne satisfaction. Mais à un moment donné, d'être juste à travailler dans l'entreprise, finalement, c'est comme si vous étiez le salarié de quelqu'un, mais ce quelqu'un, il n'existe pas, puisqu'il n'y a personne, en fait, qui est en train de réfléchir, d'avoir une vision globale de l'entreprise. Il n'y a personne qui est en train de réfléchir sur les directions à prendre. Et donc, on est la tête dans le guidon, on travaille, on produit, sans jamais prendre de recul et en prenant du coup même des qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi, j'ai bougé quelque chose et ça a tout décalé sur mon écran. On est en fait en train de travailler sur cette entreprise, et on peut du coup se casser la figure, hein, c'est-à-dire faire des salons et dépenser des sommes importantes sur des salons
alors que finalement c'est pas adapté. On peut décider de mettre en place un produit, de développer un produit parce que ça nous plaît beaucoup de faire ce produit, mais finalement ce produit, il n'est pas rentable parce que le prix a été mal calculé, ou encore on a bien calculé le prix, mais il ne se vend pas. Donc finalement, est-ce que ça a un intérêt de continuer de produire ce produit, ou encore on a décidé d'aller travailler sur un salon professionnel comme Maison et Objets, en se disant voilà, moi c'est mon but, c'est d'aller faire Maison et Objets, comme si c'était un Graal voilà, à décrocher. Et finalement, pour arriver à faire un salon professionnel, pour arriver à vendre à des professionnels, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vos niveaux de prix sont pas assez élevés pour la rentabilité, et donc vous êtes obligé de travailler en gros 2 fois et demi plus ou 2 fois plus, parce que les professionnels prennent une marge. Et donc finalement, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Et tout ça, en fait, il est nécessaire absolument de réfléchir sur cette stratégie, et on ne peut pas appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un choix de stratégie que ce choix-là est bon pour vous. Et donc, il est vraiment important, à un moment donné, de mettre un coup de frein, de se poser, de s'arrêter et de réfléchir sur ce qui va pas, et comment je continue. Et cette réflexion, elle peut être menée à différents stades de l'entreprise. C'est mieux si on y réfléchit au moment où on crée, c'est certain. C'est quand même l'idéal d'être dans la réflexion quand on est dans la première année ou les 2 premières années. Mais bien entendu, on peut faire cet arrêt pour réfléchir et travailler sur son entreprise à tout moment. Et il y a un moment donné, d'ailleurs, ça s'impose. Et des fois, ça s'impose au bout de 10 ans, au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, parce que, en fait, vous avez un rythme de dingue, et que ce n'est pas possible, ou alors vous travaillez beaucoup et le chiffre d'affaires n'est pas du tout là, donc vous payez très mal, et vous êtes en souffrance par rapport à ça. Donc réfléchir sur cette stratégie, est vraiment absolument indispensable d'arriver à prendre ce recul. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie marketing? En fait, une stratégie marketing, vous en avez peut-être entendu parler, en fait, on se penche, donc c'est un concept qui est apparu dans les années 50, qui est vraiment, repose sur ce qu'on appelle les 4 P, parce qu'au départ, c'est un concept américain, et donc évidemment, en anglais, voilà, les mots commencent par P, mais bon, c'est pas le cas en français, mais peu importe. On appelle ça donc les 4 P, ou encore le plan de marketing mix. Voilà, ça peut être aussi traduit comme ça en français. Ces 4 P, quels sont ces piliers? Moi, je vais plutôt parler de piliers, ces 4 piliers, en fait, sur lesquels repose cette stratégie, sont le produit. En fait, de déterminer son offre, et je vais revenir sur chaque P en détail après. Donc, le produit, c'est-à-dire le produit qui est lié à votre savoir-faire, aux prestations que vous faites, parce que le produit n'est pas forcément physique. Si vous travaillez sur la restauration de patrimoine, par exemple, on est sur des chantiers et sur de la prestation. Donc, il y a des questions à se poser par rapport à ce produit. Ensuite, on va travailler dans la stratégie le prix, parce que le prix va avoir des répercussions sur la façon de vendre, sur les canaux de vente, sur les produits que vous avez. Vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quel prix. Et donc, on va parler aussi de positionnement, c'est-à-dire comment je positionne mon produit. Est-ce que à quel endroit je cherche à le positionner sur un marché, et on va revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, se poser la question des lieux de diffusion. C'est pas forcément parce que les copains artisans d'art font tel salon qu'il faut faire ce type de salon. C'est pas parce qu'il y en a qui vont sur Maison et Objets que c'est une bonne solution d'aller sur Maison et Objets.
En fait, toutes les solutions sont à adapter en fonction de votre situation. Il n'y a pas une stratégie qui peut se coller à tout le monde. Et donc, les lieux de diffusion, il y a plein de solutions dont on va parler après, et à vous de trouver celle qui vous correspondrait le mieux. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour analyser ça. Et puis enfin, évidemment, le dernier pilier, c'est la communication. Et ça, vous êtes conscient de ça, je suppose, parce que aujourd'hui, vraiment, la communication a pris une importance extrême, avec notamment les réseaux sociaux, le web, etc. Et donc, cette communication, on va aussi chercher à l'adapter en fonction des autres P. C'est-à-dire que, évidemment, une stratégie doit être ce qu'on appelle une stratégie cohérente. Hein. C'est extrêmement important qu'il y ait une cohérence entre les 4 P. On ne peut pas plaquer une stratégie de je m'adresse à du grand public, donc je communique d'une manière qui s'adresse au grand public si je souhaite faire un salon professionnel. Les professionnels ne vont pas du tout être réceptifs à ce type de communication. Donc, en fait, il n'y a pas une stratégie, mais des stratégies. Et pour une même entreprise, on pourrait avoir des stratégies marketing différentes. Après, en fait, ce qui est important, c'est de savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous intéresse, vers où vous voulez aller. Voilà, donc on va réfléchir à ça donc au niveau des 4 P, mais faire un salon professionnel alors qu'en fait vous adorez la relation avec le client particulier et que pour vous c'est essentiel, vous faites 3 maisons et objets et vous pleurez. C'est-à-dire que en fait, même si ça marche bien, c'est que vous allez complètement vous détacher de vos clients et vous allez être malheureux, malheureuse, parce que vous ne rencontrez plus vos clients et que vous bossez plus parce qu'il faut produire davantage pour arriver à faire le même chiffre d'affaires, et vous ne rencontrez plus les clients. Donc, en fait, il y a des entreprises, on peut dire, si, voilà, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui vous plaît, où vous voulez aller. Donc, en fonction de où vous voulez aller, il y aura une stratégie marketing à mettre en place pour votre entreprise. Mais si vous voulez aller ailleurs, ce sera une autre stratégie. Voilà. Hein, donc, il n'y a pas une stratégie, mais il y a des stratégies, et il n'y a surtout pas une stratégie pour les entreprises métiers d'art. C'est-à-dire, on ne peut pas coller, on ne peut pas plaquer la stratégie d'un collègue, d'un copain qui est artisan d'art, d'une copine qui fait ça et qui dit qu'elle marche super bien en allant faire, par exemple, le salon Résonance à Strasbourg. Oui, je connais plein d'entreprises qui ont très bien marché ou qui marchent très bien sur ce salon à Strasbourg, mais j'ai aussi des contre-exemples d'entreprises qui se sont complètement cassé la figure sur le salon de Résonance à Strasbourg. Céramistes, 2 céramistes, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. C'est une question de produits, d'offres, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule stratégie, mais des stratégies. Et c'est là-dessus, en fait, hein, que je veux vous amener à réfléchir, et c'est le contenu de l'accompagnement ensuite, derrière, dont parlera Nathalie. C'est de vous amener à réfléchir en profondeur sur votre entreprise et de travailler sur votre entreprise, de ne plus être que dans la prod. C'est extrêmement important de travailler sur l'entreprise. Ça va en fait lever des freins, lever des barrières, et surtout vous aider à vous développer. En fait, toutes les entreprises que j'ai vues, parce que c'est une formation et un accompagnement que je fais régulièrement depuis des années, qui ont travaillé sur leur entreprise, voient leur entreprise se développer. En fait, voilà. Alors, on peut faire des essais et puis se rendre compte que ça ne marche pas, que certains choix sont pas les plus pertinents, mais ça permet d'avancer et de faire évoluer l'entreprise pour ne pas rester figé et bloqué dans un état de fait actuel.
Alors, au niveau du produit, ce qui est important, c'est de travailler sur son offre. En fait, votre offre de produit, donc souvent, dans ce que je peux observer, c'est que et puis pour avoir été artisan d'art aussi avant, donc voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'évolue dans ce milieu. En fait, l'offre est souvent déterminée par ce qu'on aime faire. Hein, parce que vous aimez faire, donc vous allez dans un premier temps, voilà, créer des produits qui correspondent à ce que vous aimez faire. Mais en fait, créer des produits qui correspondent à ce qu'on aime faire, ce n'est malheureusement pas suffisant. Et vous avez peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais vous avez peut-être des pièces dormantes, en fait, hein, dans votre atelier, des pièces qui dorment parce qu'il n'y a pas d'acheteur en face, quoi. Et parce que ça n'a pas été réfléchi en fonction de la cible. Donc il y a un élément absolument déterminant quand on travaille sur l'offre, c'est quelle est ma cible. Et en fait, cette offre, on va l'adapter en fonction de la cible. Donc le travail de qui est ma cible est une démarche essentielle. Alors, pour travailler sur presque toutes les formations que je fais, je demande aux artisans d'art de réfléchir sur leur cible. Et très souvent, en fait, on me donne comme réponse, ma cible, c'est des personnes, plutôt des femmes, par exemple, pour des gens qui travaillent le bijou, plutôt des femmes qui ont 50 ans et qui s'intéressent au métier d'art. Ou encore, pour des céramistes, des amateurs de métiers d'art. C'est vague, des amateurs de métiers d'art, il y en a plein. Vous d'ailleurs, quand vous regardez les gens qui passent sur un salon ou, ou dans une expo ou sur un marché, vous voyez des gens qui ont 50 ans, admettons, hein, que toutes ces personnes-là aient 50 ans, elles ne sont pas habillées pareil, elles ne se comportent pas pareil, elles ne posent pas le même type de questions, et vous en avez qui vous achètent des pièces à 40 euros, et vous en avez qui vous achètent des pièces à 200 euros, et d'autres qui commandent des pièces à 1000 euros. Donc en fait, cette cible ne peut pas se résumer à c'est des personnes qui aiment les métiers d'art. Voilà. L'autre jour, j'avais en formation un luthier de guitare qui travaille des guitares baroques et on travaillait sur sa stratégie et je lui demandais quelle était sa cible. Et en fait, il me dit, bah, en fait, j'ai pris conscience que je ne savais pas qui était ma cible. Alors que a priori, ça semble, voilà, c'est une guitare baroque, ça peut pas être tous les gens qui jouent de la guitare. Mais à l'intérieur de ça, il y a quand même des sous-catégories. Donc évidemment, c'est des gens qui s'intéressent à la musique baroque, mais il y a des sous-catégories qui peuvent être les conservatoires, qui peuvent être les professeurs de guitare, qui peuvent être les élèves des professeurs de guitare, des élèves d'un certain niveau de conservatoire. Enfin, donc cette cible, il est hyper important d'arriver à la connaître. Voilà. Et quand, par exemple, si vous travaillez, pour un exemple au niveau de la céramique, quelqu'un qui va travailler des grès ne va peut-être pas s'adresser, donc colorés, hein, des grès ou des faïences très colorées. Sa cible ne sera probablement pas la même que quelqu'un qui va vendre une porcelaine très épurée, très sobre. C'est pas la même clientèle, même si elle a 50 ans et qu'elle s'intéresse au métier d'art et qu'elle est sensible à l'environnement et qu'elle est sensible au circuit court. Ça, je dirais, c'est quelque chose de très général. C'est qui sont les clients en général des métiers d'art, mais ce n'est pas votre cible. Hein. Donc, de déterminer cette offre, il faut toujours avoir ça en ligne de mire. Ensuite, quand on crée cette offre, il faut chercher à la structurer. Souvent, on peut avoir une quantité de produits énorme. Donc, structurer cette offre, pour arriver à la structurer, cette offre, on est obligé de passer par une analyse.
Et quand je dis analyse, c'est sur le papier. C'est-à-dire, c'est pas oh, bah, ce week-end, ouais, j'ai vendu plus de bols comme ci, ou j'ai vendu plus de bagues, ou j'ai vendu plus de tableaux comme ça. Non, c'est faire un point et avoir une connaissance fine de combien vous produisez de produits et combien vous en vendez et comment où est-ce qu'ils se sont vendus, parce que ça va nous intéresser pour après, et à quel prix. Hein. Donc, analyser cette offre, c'est extrêmement important pour pouvoir en fait choisir qu'est-ce que je fais de cette offre. Est-ce qu'elle est suffisamment structurée? Est-ce que j'en ai pas un peu trop? Est-ce qu'il faut que j'aille dans toutes les directions? Est-ce que je fais du bijou, mais j'aimerais bien aussi faire du luminaire et j'aimerais bien aussi faire de la déco, parce que tout ça, j'utilise une seule et même technique et que finalement, je peux le décliner dans les trois. Est-ce que c'est pertinent de décliner ça, voilà, dans tous azimuts? Donc, analyser cette offre, c'est important pour arriver ensuite à valider ce que vous allez garder et nettoyer, c'est-à-dire aussi faire du tri. Hein. Travailler sur son offre, c'est aussi dire stop. C'est aussi dire certains produits, il faut que j'arrête de les faire parce que c'est trop long, parce que ça ne se vend pas, parce que c'est pas rentable, parce que c'est compliqué à emmener sur les expositions, par exemple. Voilà, les très grosses pièces, on peut imaginer que certaines pièces, c'est très compliqué de les déplacer sur les expos, ou c'est que j'y passe trop de temps. Donc, quand je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de développer autre chose, ou j'en peux plus de faire des petites pièces parce que ça ne m'éclate pas d'un point de vue créatif. Oui, ok, mais qu'est-ce que je mets à la place? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me recentrer, nettoyer mon offre, mais qu'est-ce que je mets en face pour avoir quelque chose qui correspond à ma cible? Donc, travailler hein, sur l'offre, c'est vraiment important. Donc, voilà pour le premier P. Et, il faut absolument clarifier cela. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà. Et alors, souvent, c'est la partie prix qui va pouvoir aussi aider hein, à prendre des décisions par rapport à l'offre aussi, puisque en fait, la détermination du prix va aussi déterminer les produits que vous allez pouvoir continuer ou pas. Malheureusement, ça arrive que lorsqu'on se penche sur le coût de fabrication d'un produit et le prix auquel on peut le vendre, que finalement, il n'y a pas de marché. Que finalement, la cible n'existe pas. Enfin voilà, il n'y a pas de marché, c'est pas possible, et que certains produits, on soit obligé de les arrêter pour une question de prix. Alors, concernant le prix, évidemment, dans le prix, on va s'interroger sur comment je vais fixer ce prix. Alors, je vous apprends rien, je suppose que vous le savez déjà, que pour fixer son prix, évidemment, on va tenir compte des matières premières que vous utilisez. Donc, selon les métiers que vous faites, vous allez avoir des matières premières plus ou moins onéreuses. Et puis ensuite, vous allez avoir évidemment les charges, toutes les charges inhérentes à l'atelier. Donc, les charges de l'atelier à proprement parler, mais aussi les charges de salon, les charges de déplacement, les frais de véhicules, les frais d'énergie, etc. Voilà, il y a plein de charges, les charges d'URSSAF, etc. à payer, bien entendu. Donc ça, évidemment, il faut en tenir compte. Et puis, le temps passé.
Alors, le temps passé, j'ai mis la pastille en gros parce que j'entends trop souvent. Ah oui, mais j'ai pas compté mon temps en vrai. Bah si, en fait, faut compter votre temps en vrai. Quand vous allez chez le coiffeur, vous ne discutez pas, la coupe dure une demi-heure, vous payez 35 € votre coupe, le coiffeur, il compte son temps en vrai. Il sait qu'une coupe de cheveux voilà, un rendez-vous dure une demi-heure ou trois quarts d'heure, enfin selon le type de cheveux que vous avez, et il compte son temps passé. Il peut pas se dire oh ben là je compte pas mon temps passé, parce que sinon il paye pas ses salariés. Et vous devez compter votre temps passé. Alors pourquoi vous comptez pas votre temps passé? Ça fait des années que je réfléchis sur cette question-là et j'ai peut-être trouvé la réponse. Et je le dis comme pour vous chatouiller un petit peu, parce que évidemment je ne pense pas ça, bien entendu. Mais vous ne comptez pas votre temps passé souvent parce qu'inconsciemment, vous ne vous autorisez pas, vous ne considérez pas votre activité comme un vrai travail parce que vous prenez du plaisir dans votre travail. Vous le faites parce que ça vous éclate, parce que c'est votre passion, et que dans l'inconscient, je dis bien que tout ça c'est très inconscient, et dans l'inconscient collectif, oui, dans votre entourage, euh, les gens autour de vous travaillent, vont au bureau, voilà, ils vont à l'entreprise, ils vont travailler. Vous, souvent, vous travaillez, les ateliers sont chez vous, et vous travaillez, en plus, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Donc, bah, en fait, c'est pas complètement un vrai travail. Évidemment, je ne pense pas ça, hein, bien entendu, mais c'est très souvent à mon avis, voilà, une des raisons pour lesquelles on dit ah oui, mais j'ai pas compté mon temps passé. Vous avez déjà vu un garagiste qui compte pas le temps passé qu'il a passé sur votre voiture? Non. Voilà. Et vous comptez pas votre temps passé comme si votre temps n'avait pas d'importance, comme si votre temps n'était pas du temps de travail. Donc c'est hyper important de compter son temps passé. Et votre meilleur allié pour ça, c'est le chronomètre. Voilà, je vous invite à aller vous acheter un chronomètre. Je ne veux pas faire de pub pour Decathlon, mais vous allez acheter un chronomètre de course, un truc basique, un clic-clac, voilà, qui s'allume, qui s'éteint, qu'on peut redémarrer, qui craint rien. Pas avec votre téléphone, parce que si vous avez les mains sales, les mains humides, etc., vous allez esquinter votre téléphone. Donc, quelque chose de vraiment facile à utiliser pour compter ce temps passé. C'est absolument essentiel. Si vous ne comptez pas votre temps passé, vous serez toujours en train de courir après la rentabilité de votre entreprise, de courir et de travailler dans votre entreprise et pas sur votre entreprise, hein. Donc ce temps passé, c'est extrêmement important, c'est déterminant de parler de ce temps passé. Ensuite, il y a évidemment d'autres éléments dans la fixation du prix de vente dont il faut tenir compte. Tout à l'heure, je parlais des prix du marché. Il peut effectivement s'avérer que un produit se vend dans une fourchette de prix. Par exemple, voilà, entre un bol se vend, si on est sur un bol ou une tasse traditionnelle, enfin voilà, pas un objet de collection, j'entends, les prix vont être entre 25 et 35 ou 40 €. Voilà, ça, ce sont les prix du marché et dans les métiers d'art, j'entends. Et donc, si votre tasse, sans être une tasse de collection, sort sur le haut des prix du marché, vous pouvez peut-être avoir plus de difficultés, ou alors il va falloir travailler sur le positionnement, travailler sur l'univers de la marque, sur le packaging, sur les éléments de valorisation du produit pour arriver à se situer dans du très haut de gamme des prix du marché. Donc les prix du marché, c'est vraiment important de savoir quel est le marché sur lequel vous vous situez.
Dans un autre, j'avais l'exemple d'une entreprise dans un autre webinaire qui travaille sur le marché de la couette, hein, qui fabrique des couettes et qui disait, alors elle fabrique des couettes en lin et en laine. Et donc, on pourrait penser que son marché, c'est le marché de la couette en laine. Il se trouve que non. Le marché sur lequel elle se positionne est un marché plus haut de gamme que le marché de la couette en laine, notamment parce qu'elle est faite en lin, alors que le marché de la couette en laine est plutôt fait avec du coton, et aussi parce que c'est le positionnement qu'elle a choisi. Et finalement, le marché sur lequel elle se situe, c'est le marché de la couette avec du duvet, et du couette duvet haut de gamme. Et donc, ça lui permet de mettre un prix de couette, donc pour une 220 par 240, à 1300 € la couette, alors que sur le marché de la laine, on va être plutôt, de la couette en laine, on va être plutôt sur un prix entre 600 et 800 €. Enfin, même autour de 600, 700 €. Donc, évidemment, il y a carrément, ça passe du simple au double, mais parce qu'elle ne se positionne pas sur le même marché. Donc, connaître le marché sur lequel vous intervenez est extrêmement important aussi quand vous fixez votre prix de vente. Connaître le prix du marché, ça veut dire faire du benchmark. Ça veut dire aller voir ce que font les concurrents. Mais aller voir ce que font les concurrents, justement, là, dans l'exemple que je viens de donner, le marché de la couette en laine, c'est des concurrents métiers d'art. Le marché de la couette en duvet, c'est des industriels. Ce n'est pas les mêmes concurrents. Hein. Mais allez voir les concurrents, tous les concurrents. Ne vous contentez pas d'aller regarder ce que font les copains dans le même type d'activité que vous. Allez voir les tasses qui sont faites par les grands porcelainiers. Allez voir les tasses qui sont vendues dans des magasins chics. Voilà. Et vous allez peut-être trouver des prix de tasses à 60, 60, 80, 100 € la tasse. Voilà. Donc, ce n'est le prix du marché, il faut connaître son marché. Et c'est extrêmement important d'aller regarder, mais de manière précise. C'est pareil, c'est pas juste je regarde 3 sites ou je vais me balader sur un salon. C'est je fais une étude structurée, je fais des relevés de prix et j'y passe du temps. Et ça, le benchmark, c'est super long. Ensuite, dans le prix, évidemment, il y a un autre élément important, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité du prix par le client. En fait, il y a le principe de l'acceptabilité du prix, c'est qu'il y a un prix au-delà duquel, hein, donc en fait la question qu'il faut poser pour essayer de savoir quel est le prix acceptable, c'est à partir de quel prix un produit vous semble trop cher pour que vous l'achetiez, hein, et en dessous de quel prix un produit vous semble pas assez cher et vous donne une mauvaise image du produit. Je vous donne un exemple d'une artisan d'art qui elle est maroquinière. Elle faisait des ceintures, elle est maroquinière, elle avait une boutique, une belle boutique à Marseille, pignon sur rue, avec que du travail de cuir, avec des sacs à 300, 500 €, 800 €, enfin voilà, vraiment une belle production en cuir. On rentre dans la boutique, ça sent le cuir, il n'y a aucun doute sur le sujet. Elle avait des ceintures, et ces ceintures, je ne me souviens plus du prix, mais je crois que c'était 35 € ou 40 €. Enfin, voilà, elle faisait des ceintures qu'elle vendait pas cher. En fait, elle ne les vendait pas, ou très peu. Et elle avait systématiquement comme question, c'est en cuir? C'est-à-dire que ce prix trop faible donnait la sensation que le produit était de, entre guillemets, mauvaise qualité, c'est-à-dire que les gens n'allaient pas, parce que c'est pas forcément de la mauvaise qualité, que ça soit pas en cuir, mais que les gens n'allaient pas acheter du cuir, et que si elle mettait un prix comme ça, alors que toute la boutique vendait du cuir, c'est que forcément, ce n'était pas du cuir. Elle a augmenté ses prix, quasiment doublé, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, elle s'est mise à en vendre plus. Et elle n'a plus jamais eu cette question
sur le fait que ce soit en cuir ou pas en cuir. Voilà. Donc cette acceptabilité du prix est extrêmement importante. Il faut absolument la prendre en compte et ne pas. Et là, ça va dans le sens, attention, des prix bas ont vraiment un mauvais effet sur vos produits. Hein. Il y a bien sûr des prix qu'il ne faut pas dépasser parce que ça peut ne pas se vendre. Hein. Et donc là, après, ben, voilà, vous restez avec les pièces sur les bras. Mais il y a des prix en dessous duquel ça empêche le produit de se vendre. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, en fait, hein, d'artisans d'art qui ont augmenté, des fabricants de bijoux qui ont augmenté, presque doublé des prix de bracelets et qui en ont vendu plus en les ayant doublés. Et évidemment, le temps de travail n'a pas été doublé pour autant. Donc, voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, évidemment, après, dans le prix, on va avoir le réseau de diffusion. Selon que vous allez vendre à des particuliers, à des professionnels, au type de professionnels, si vous vendez à des hôtels-restaurants, si vous vendez à des architectes, si vous vendez à des boutiques, si vous faites du dépôt dans des boutiques. Enfin, là, il y a plein de cas de figure différents, hein, donc avec des marges complètement différentes, ou que vous vendez en direct, vous vendez sur des plateformes numériques, vous vendez sur votre site internet. Enfin, il y a plein de situations différentes qui font que ça va avoir une influence sur le prix. Et vous allez, en travaillant là-dessus, si vous menez une réflexion là-dessus, vous pouvez être amené à vous rendre compte que certains produits, par exemple, et je connais le cas de plusieurs entreprises comme ça, certains produits ne peuvent pas être mis en boutique de dépôt, par exemple, parce que la marge de 30% de la boutique de dépôt fait que vous travaillez à perte et que, en fait, vous ne couvrez pas votre coût de revient. Donc, finalement, vous couvrez les matières premières et qu'est-ce qui est sanctionné à la fin? C'est, notre ami, le temps passé, puisque finalement, vous ne vous payez pas. Donc, en fait, c'est votre salaire. Voilà. Donc, le réseau de diffusion, en fait, on peut jouer sur les réseaux de diffusion aussi, hein, et on le verra après, en adaptant le prix et en choisissant ces réseaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des produits, je ne les vendrai pas dans tel réseau parce que le prix ne le permet pas. Donc, je vais que les vendre en direct sur mon site internet ou sur des salons quand je fais des salons. D'autres pièces, ça ne sert à rien que je les vende sur les salons parce que c'est des super belles pièces, c'est des grosses pièces et que ça, il faut que ce soit en galerie et donc il faut que je décroche des galeries, que j'aille voir des professionnels, donc il faut peut-être que je fasse un salon pro et que ces pièces-là, si je fais le salon maison et objets une ou deux fois par an, bah, sur les salons grand public, je ne les mets pas, c'est même pas la peine. Voilà. Donc tout ça, c'est la fixation du prix, elle a aussi cette incidence voilà, au niveau des réseaux de diffusion, bien entendu, puisque je rappelle que le prix de vente doit être le même, environ le même partout. On ne vend pas moins cher à son atelier que dans une galerie ou que dans une boutique. Sinon, vous êtes le concurrent de la galerie ou de la boutique qui vous a acheté la pièce ou qui vous prend la pièce en dépôt. Rapidement, elle va arrêter de travailler avec vous si vous vendez en direct moins cher. Donc, un produit a un prix. Un produit n'a pas 15 prix. Le prix, il n'est pas à la tête du client. Un produit a un seul prix. Ça, c'est extrêmement important. J'avance. Donc maintenant, justement, les réseaux de diffusion. Alors, les réseaux de diffusion, en fait, hein, bien entendu, il y a plein de réseaux de diffusion, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit de vendre à l'atelier, de mettre en boutique de dépôt, de faire des marchés, de déposer dans d'avoir des galeries, de faire des salons pro, d'aller à l'export, etc. Voilà, il y a plein de solutions. Toutes les solutions ne sont pas bonnes. Toutes les solutions, vous ne pouvez pas caler la solution de diffusion de l'entreprise d'un copain que vous connaissez. C'est pas parce qu'un tel marche bien sur tel type de salon que ça va bien se passer pour vous aussi, ou inversement.
vous pouvez très bien marcher sur un type de salon et entendre un copain, une copine dire: «Ah bah non, mais moi, ce salon, je le fais plus parce que ça marche pas du tout». Voilà, voilà. Donc ça, les lieux de diffusion, il faut ça se réfléchit aussi par rapport à ce que vous aimez faire et ce que vous voulez faire. Il faut et puis des contraintes aussi que ça implique. Heu, Vous aimez la relation avec les particuliers? Bon, le salon professionnel, c'est peut-être pas pour vous. Hem, vous avez, vous faites le choix de mettre dans des boutiques de dépôt. Il faut quand même être conscient que quand on met dans des boutiques de dépôt, ça a un impact énorme sur la trésorerie. Puisque en fait, vous mobilisez du stock, ça veut dire qu'il a fallu faire de l'approvisionnement, qu'il a fallu travailler, faire des heures, et cetera, pour produire des pièces sans avoir de retour tout de suite, et donc avoir de la trésorerie. Donc avoir des boutiques de dépôt, ça peut s'avérer, compliqué, en termes de stock. Vous choisissez de vendre sur internet, il peut y avoir, la problématique de gérer, toutes les plateformes et c'est du temps à y passer, d'avoir une stratégie d'avoir une boutique en ligne par exemple, j'ai oublié de le mettre dans la diapo, de vendre en ligne, oui, mais vendre en ligne, ça veut dire être prêt à emballer presque tous les jours. Donc, est-ce que la taille de mon atelier peut me le permettre? Est-ce que je suis en capacité de faire des envois, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Bah, en fait, ça arrive qu'en formation ou en entretien avec des entreprises, ils me disent: «Ah non, non, mais en fait, je n'ai pas du tout envie de faire ça. En fait, c'est une fausse bonne idée ce site internet de vente en ligne, parce que je ne veux pas du tout, être esclave de me dire: "Ah là là, je vais avoir des colis, il va falloir que, j'aille, à la poste", et cetera. Bon, évidemment, il existe des solutions où le transporteur peut enlever la marchandise, mais voilà, c'est donc ces lieux de diffusion, c'est à réfléchir en fonction de votre cible. Je rappelle toujours que l'élément principal de cette stratégie, c'est la cible, mais aussi des choix que vous avez faits en termes d'offres, en termes de produits et en termes de prix, hein. C'est incontournable, en fait. Il y a des pièces, vous allez, si vous avez la chance, par exemple, de travailler dans un lieu touristique, ce qui peut être le cas, pour un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont sur la côte, vous pouvez, remarquer que, une clientèle internationale, est très, très, attirée par votre travail. Ça peut valoir le coup de se poser la question de: «Est-ce que je pars à l'export?» Après évidemment, est-ce que je parle anglais, ou une autre langue, hein, selon les pays? Est-ce que quel coût ça va engendrer et cetera? Mais ça peut être aussi un super, axe de développement. Voilà et à l'export, bon je rentre tout juste de Maisons et Objets, à l'export, il y a des acheteurs à l'international qui peuvent acheter des pièces, qui sont plus difficiles à vendre, en France, parce que les prix sont très élevés. Donc l'export peut être une super stratégie de diffusion, mais évidemment, il va falloir adapter tout ça, voilà, de manière cohérente. Ça veut dire qu'après, au niveau de la communication, derrière, bah, l'export, ça se travaille, quoi. Donc, voilà. Donc, cet élément-là, au niveau des lieux de diffusion, c'est important d'y réfléchir. C'est important aussi, je vais prendre 2 secondes sur les salons, même si je vois que le temps court. Sur les salons, trop souvent, je rencontre des entreprises qui ne mènent pas de réflexion stratégique sur les salons, qui s'inscrivent tous les ans sur les mêmes salons, parce que ça fait rentrer du cash, parce que ça fait rentrer de la trésorerie. La trésorerie, c'est pas développer son entreprise. Faire de la trésor, c'est juste respirer. C'est important. Je ne dis pas le contraire. On a l'esprit plus tranquille quand on a de la trésorerie, mais ce n'est pas travailler sur le développement de son entreprise. Et quand je demande à ces entreprises d'analyser le retour sur investissement du salon, c'est-à-dire prendre le temps
de regarder le nombre de contacts, le nombre de ventes, le panier moyen, le nombre de commandes a posteriori, si on fait une analyse à 6 mois, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire ça sur l'année passée, hein, évidemment, pas l'année en cours, pour avoir vraiment un recul, notamment quand on travaille sur commande, et de faire le point de ce salon et de regarder ensuite le coût, combien m'a coûté le salon. Évidemment, le coût de participation au salon, c'est certain, mais aussi le coût en temps. C'est voilà, le coût de le jeudi, je fais la route, le vendredi, je fais le montage, le samedi, le dimanche, ou le jeudi, je fais la route et nanana, ça commence le samedi, le dimanche, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, je fais la route, et je suis crevée, et le mardi, je travaille pas parce que j'ai bossé le week-end, d'accord? Donc en fait, et que je suis crevée. Et donc ce salon, eh ben, c'est minimum 5 jours, voire 6 en termes de production. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de produire à l'atelier. On peut, selon les activités, des journées de production sont censées générer entre 350 et 500 euros de CA par jour, selon votre taux horaire. Voilà. Donc 300 euros, admettons. Mais voilà. Donc, si je ne suis pas en train de produire ce chiffre d'affaires potentiel, quelque part, j'ai aussi un manque à gagner. Et donc, si ce salon, à la fin, m'a coûté voilà, 5 jours, plus une participation de 500 euros, et qu'au final, j'ai vendu pour 800, oui, j'ai fait de la trésorerie, mais enfin, voilà, si je n'avais pas dépensé les 500, vous voyez, et même si j'ai fait 2000, est-ce que il y a une vraie rentabilité? C'est à mesurer, parce que en fait, la rentabilité, ça dépend aussi de la marge que je fais sur mes produits, et donc de comment j'ai calculé mes prix, hein. Donc, réfléchissez à vos salons, posez-vous pour les analyser. C'est la même chose avec les boutiques de dépôt et surtout les boutiques dans lesquelles vous faites des permanences. Ces permanences, ça vous coûte, hein. C'est une illusion de penser que parce qu'on est dans une boutique avec des permanences, ça coûte pas. Il vaut mieux une boutique qui prend une marge quand c'est vendu, hein, qui prend une commission quand c'est vendu, que de faire des permanences. Ça, vraiment, pour développer son entreprise, c'est plus intéressant de raisonner comme ça, d'aller dans cette direction-là pour dégager du temps, pour travailler sur l'entreprise, ou pour produire, hein, pour avoir des jours de production, pour fabriquer en fait, hein, de la marchandise à vendre. Donc, les boutiques avec permanence, c'est très bien, mais attention, enfin, faut pas que ça soit 20 permanences par an. Voilà, il faut que ça reste tout à fait raisonnable, et dans vos boutiques comme ça, pensez plutôt à prendre une commission plus importante pour que la boutique puisse mieux vivre, et essayer de limiter ces permanences. Enfin, pour terminer, on a évidemment le P communication, et donc celui-ci est évidemment déterminant, parce qu'on ne va pas du tout communiquer de la même manière selon qu'on s'adresse à des particuliers, à des professionnels. Même à l'intérieur des particuliers, on ne va pas communiquer de la même manière selon, par exemple, que vous vendez des stages ou que vous vendez des pièces. Donc, vous n'allez pas communiquer sur le même message. Vous allez donner des messages différents. Le particulier qui vous achète des pièces sur un marché, il n'est peut-être pas du tout intéressé par les stages, et donc ça ne sert à rien de communiquer sur les stages. Et à contrario, souvent, celui qui fait des stages n'est pas client, n'achète pas. Donc, des fois, il y a les deux, mais c'est pas toujours le cas. Celui qui fait des stages, il a plutôt envie de savoir comment et d'apprendre à faire comme vous faites, pour dire c'est moi qui l'ai fait, que de vous acheter la pièce finie. Donc celui-ci, finalement, je ne vais pas lui parler de la même manière, je ne vais pas communiquer de la même manière, je vais
lui parler du contenu des stages, de qu'est-ce qu'il va faire pendant les stages, plutôt que de comment, enfin de parler de l'univers de vos pièces, finalement. Et puis cette communication va devoir aussi être adaptée en fonction du niveau de gamme. Vous allez adapter la communication. Alors, quand je parle de communication, c'est pas que les réseaux sociaux et Internet et des plaquettes, hein. C'est aussi tout ce qui va autour du produit, toute la valorisation du produit, c'est-à-dire les étiquettes, le packaging. Aujourd'hui, quand on est une entreprise fabricant de bijoux, voilà, pour valoriser les produits et aller vers un, euh, oui, une valorisation de votre travail et de justifier une augmentation des prix, notamment, de présenter en fait votre travail dans des écrins, dans des petites boîtes qui sont logotées. Oui, bien sûr, c'est un investissement, mais c'est un investissement. Alors, ça mobilise de la trésorerie. C'est un investissement, mais qui finalement, ramené aux bijoux, va peut-être être de 1,80 €, quelque chose comme ça, voilà, sur un collier que vous vendez 120, 125 €, 1,80 €, c'est quand même pas si élevé que ça. Et peut-être qu'avant, vous le vendiez que 80 et qu'avec ce beau boitage et cette belle présentation, il se vendra à 125 € comme des petits pains. Donc, cette communication, c'est important de réfléchir dessus pour adapter, en fait, et qu'il y ait une vraie cohérence entre ce que vous avez décidé dans les trois piliers précédents pour que cette communication, elle soit vraiment adaptée à cela. Si, à contrario, voilà, vous positionnez votre produit sur du haut de gamme, mais qu'au moment où la personne achète le produit sur un salon, vous lui mettez ça dans un sac craft avec un ruban et une carte de visite agrafée dessus, on n'est pas sur du haut de gamme. Voilà, si on a un écrin avec un joli boitage logotypé, etc., là oui, on est dans du haut de gamme. Et donc la cliente, enfin, je sais pas, vous imaginez, vous allez faire des courses dans un magasin, vous achetez des jolis verres, vous êtes contente de votre achat et arrivée à la caisse, elle prend un vulgaire sac en plastique, elle vous colle les verres dedans, comme si vous étiez chez Jiffy ou chez Action, et vous repartez avec ça. Bah, ça vous fera glups. Donc en fait, voilà, il faut juste adapter ça aussi à vos produits, voilà, et adapter évidemment les supports. Pour en revenir à l'artisan d'art dont je parlais tout à l'heure, donc qui fait des couettes, Stéphanie Pétuya. Donc, il fait des couettes qu'elle a positionnées sur donc du haut de gamme. Elle avait deux stratégies. Elle pouvait faire des cartes de visite qui étaient plutôt dans un papier naturel, recyclé, plutôt éco, voilà, et écolo, durable, etc. Voilà, qui est une image que peut véhiculer la laine et le lin et les circuits courts, ou une carte de visite avec un toucher plutôt luxueux, soyeux, avec un embossage dedans, avec du relief dans la carte, etc. Et qui donne une sensation plus de luxe. Et, bon, évidemment, vu ce que je vous ai dit, vous vous doutez que c'est plutôt la deuxième option qu'elle a prise. Mais ça, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Elle a adapté sa communication au fur et à mesure. Et justement, cette phrase pour conclure, qu'en fait, ce cheminement de la stratégie ne va pas se faire en un jour. Ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire quand vous allez travailler sur cette stratégie. Si vous commencez à travailler sur votre stratégie, il faut accepter le temps long. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout changer en 24 heures ou même voilà, en quelques jours de formation. C'est quelque chose qui s'étire sur un temps donc assez long, parce que voilà, c'est quelque chose, ça vous fait sortir de votre zone de confort, et donc il y a des choses qu'il faut digérer.
Voilà. Donc, je vais en reparler après là, quand on va parler de l'accompagnement, mais c'est quelque chose qui peut, voilà, qui peut un petit peu, ça peut brasser en fait de travailler sur la stratégie de son entreprise. Donc pour conclure, il n'y a pas évidemment, vous l'avez compris, hein, une stratégie, mais des stratégies marketing, et à vous de trouver donc la vôtre. Et donc voilà, je vais peut-être redonner la parole à Nathalie. Tout seul, c'est possible, mais accompagné, c'est beaucoup mieux. Donc Nathalie, je te laisse prendre la parole. On a mis en place cet accompagnement avec la mission Pays de la Loire Métiers d'Art. Alors, c'est un accompagnement qui va mixer justement de la formation et de l'accompagnement personnalisé. Donc, en termes d'accompagnement, donc, on est vraiment sur cette partie stratégie. Donc, vous allez, justement, cet accompagnement se fait avec Christelle. Donc, et donc, sur cette partie stratégie, donc, on va avoir 5 étapes, hein, donc, du coup, sur cet accompagnement-là. Première étape, donc, ça démarre le 3 novembre. Hein, donc, on est sur l'analyse et la validation de l'offre, hein, tout ce qu'elle vous présentait tout à l'heure, hein, justement, sur le premier pilier qui est le produit, en fait. Hein. Ensuite, on a la deuxième étape qui va se passer en 2 demi-journées parce que vous le voyez, là, on attaque le pilier prix et là, c'est un petit peu plus difficile à avaler. Donc, en fait, on l'étale sur 2 demi-journées et en visio, comme ça, vous ne vous déplacez pas pour 2 demi-journées, mais vous êtes confortablement chez vous aussi. Donc ensuite, on a la troisième étape qui sera… Oui, vas-y Christelle. Juste, je te coupe. Il ne faut pas envisager de faire autre chose le lundi après-midi. Hein. C'est que vous allez avoir un petit peu de boulot. Oui, parce qu'il va y avoir du travail entre le lundi matin et le mardi matin. Il y a un petit peu de travail. Hein. Donc, bon, effectivement, on est vraiment sur une formation action. Hein. Donc, Oui. ça veut dire que là, du coup, non seulement vous êtes… vous avez cette formation qui vient de… Christelle va vous partager tout un tas de choses. Hein, donc, on sent qu'elle aime partager hein, de toute façon, hein, donc partager tout un tas de choses. Mais derrière, vous avez aussi du travail, forcément. Hein, donc, chacun va travailler sur son propre cas. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement aussi ces temps entre chaque pilier, chaque étape. Donc la troisième étape, hein, on est sur, là on est sur mardi 21, donc là aussi en visio, sur la partie plus diffusion, commercialisation de ces produits, donc tout le réseau, hein, donc ce dont tu as parlé également tout à l'heure. Et enfin, donc la dernière journée se fera en présentiel pour boucler aussi du coup cette stratégie. Donc on arrivera sur le quatrième pilier, donc la communication dont elle vous a parlé tout à l'heure. Donc suite à ces temps de formation collectif, vous aurez aussi donc des rendez-vous d'accompagnement personnalisés, individuels, hein, donc avec Christelle, justement pour bâtir votre plan d'action. Puisqu'en fait, là, l'objectif, donc vous l'avez bien compris, donc on sait, donc on a compris, Christelle, merci, que effectivement, donc il n'y a pas une stratégie, il y en a plusieurs et forcément, vous avez la vôtre, hein, donc qui sera votre stratégie gagnante, hein, justement. Et donc, du coup, c'est pour ça c'est important de pouvoir aussi avoir ce temps d'accompagnement individuel, justement, pour valider justement votre stratégie à vous en fonction de votre situation, de votre activité, du marché que vous voulez exploiter actuellement et que vous voulez explorer par le futur aussi, hein, parce que c'est aussi cette formation et cet accompagnement est aussi valable pour les personnes qui veulent s'attaquer à un nouveau marché, par exemple. Hein. Donc Oui, voilà. tout à fait. Donc, J'ai oublié de le. J'ai oui, vas-y. avancé dans la diapo. Je voulais pas avancer. Non, Si, tu peux. Voilà. Voilà. Effectivement, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Ça peut, c'est aussi
important de se pencher sur la stratégie au moment où on veut faire évoluer son activité. Donc c'est à un moment donné où on veut éventuellement sortir des nouveaux produits. Voilà, développer quelque chose de nouveau au niveau de l'activité, c'est important de réfléchir ça de manière globale. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc alors juste pour information, donc c'est vrai que c'est un dispositif qui a un coût de 1 800, mais donc il y a des prises en charge et donc au final, votre reste à charge est lié aux frais de dossier, donc à 250 €. Donc en fait, donc ça c'est juste pour le coût. De toute façon, par rapport à cet accompagnement-là, suite à ce webinaire, je vous envoie de toute façon un lien sur l'enregistrement si vous voulez le revoir à tête reposée. Donc vous aurez un enregistrement en fait de ce webinaire. Et puis je vous enverrai aussi toutes les informations, la fiche présentant l'accompagnement, le dossier d'inscription, etc. Donc on va commencer donc bien évidemment à communiquer sur cela. Donc voilà. Je peux préciser, Nathalie, les choses sur la partie accompagnement. Bien donc sûr, les 3 heures d'accompagnement. Donc les 3 heures d'accompagnement se font en visio. C'est évidemment pas 3 heures d'affilée. Hein. C'est 3 heures échelonnées dans le temps. Et donc, voilà, on déterminera ensemble comment on les consomme. Je m'adapterai au cas de chacun. Ça peut être 3 fois 1 heure, ça peut être je sais pas combien de fois 3/4 d'heure ou 6 fois une demi-heure. Enfin voilà, on pourra ou d'abord une première fois 1 heure et puis après on refait un point je sais pas, 1 mois ou 2 mois plus tard. Voilà, l'idée c'est voilà. Alors l'idée c'est pas que ça dure pendant 18 mois non plus, évidemment, mais c'est que vous ayez des deadlines pour vous obliger à travailler sur le sujet, puisqu'on sait que quand il y a des deadlines, en fait, en général, on fait le travail. Et quand il n'y a pas de deadline, on range tout ça et on se dit que oui, on fera quelque chose, quoi. Et donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, ça, on construira l'agenda ensemble, pour chacun, en fonction de voilà, vos disponibilités et de vos possibilités de travailler sur les sujets. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre attention. CMA, artisan de la nouvelle économie.